Dans ce podcast, tu vas découvrir pourquoi le nombre de partenaires sexuels qu'a eu une femme est extrêmement important. Et tu vas également découvrir pourquoi tu dois prendre en compte le nombre de partenaires qu'a eu une femme dans le choix de ta future copine ou de ta future femme, où tu risques bien de le regretter. Alors premièrement, je vais parler du féminisme. Et oui, le féminisme, on en a tous marre, mais le féminisme a eu un rôle essentiel dans la libération sexuelle des femmes. En réalité, il y a eu deux actes dans la libération sexuelle des femmes. Le premier acte, ça a été dans les années 60, avec le mouvement hippie et le mouvement de libération sexuelle. Et le deuxième acte, qui a achevé la libération sexuelle des femmes, je dirais, c'est le féminisme qui est arrivé dans les années 70 en France. Même si tu verras qu'il y a d'autres éléments qui sont arrivés par la suite et qui ont aggravé les choses. Alors pour moi, le féminisme tel qu'il a été conçu à la base, le féminisme marxiste des années 60-70, c'est un féminisme qui n'était pas mauvais fondamentalement. C'est un féminisme qui voulait améliorer les droits des femmes, qui à l'époque, pour le coup, étaient vraiment inférieurs à ceux des hommes. Tout est parti en couille à l'arrivée du féminisme moderne, qui pour le coup n'est pas un mouvement qui veut l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui veut plutôt que la femme se hisse au-dessus de l'homme. Alors si on regarde les choses d'un point de vue rationnel, le féminisme n'a simplement plus lieu d'être. Parce que les hommes et les femmes sont égaux aujourd'hui globalement. Alors oui, il y aura toujours quelques privilèges propres à l'un et à l'autre. Les hommes auront des privilèges qui leur sont propres, les femmes auront des privilèges qui leur sont propres. Mais ça, encore une fois, c'est une différence de nature et on ne peut pas vraiment le changer. Par exemple, la plupart des mecs n'auront jamais le privilège de faire des salaires à 5 chiffres sur OnlyFans. La plupart des mecs n'auront jamais le privilège de rentrer non accompagnés en boîte de nuit. Donc voilà, encore une fois, les privilèges ne peuvent pas permettre de mesurer une égalité entre des hommes et des femmes parce qu'ils sont propres à chaque sexe. Pareil, je peux te dire que les femmes sont privilégiées lors d'une rupture amoureuse. Les femmes sont hyper entourées généralement lors d'une rupture amoureuse, alors que les mecs sont globalement seuls, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de suicides dans ces situations-là. Enfin, on ne va pas trop dévier du sujet, on va revenir sur le féminisme et son influence sur la libération sexuelle des femmes. Une des valeurs phares du féminisme, c'est la liberté, et tu remarqueras que c'est un trait qui est plutôt masculin. Et cette liberté, elle est utilisée n'importe comment aujourd'hui. Elle est utilisée notamment en couchant avec n'importe quel homme. Il y a beaucoup de féministes qui considèrent que les femmes, pendant des années et des années, elles ont été oppressées parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de coucher avec n'importe quel homme. Pour elles, c'était une oppression de devoir tenir un foyer, de devoir rester fidèle à un mari, de devoir éduquer des enfants. Et donc au final, ce que le mouvement féministe a insufflé dans la tête des jeunes femmes, c'est libère-toi de l'oppression et couche avec des mecs sans conséquence. Tu remarqueras encore une fois que c'est quelque chose qui est très masculin de pouvoir coucher avec plusieurs femmes, plusieurs partenaires sans réelles conséquences. Mais nous, c'est quelque chose qu'on peut encore assumer. On peut coucher avec des femmes, les mettre enceintes et se barrer à l'autre bout du monde. Ce ne sera pas une catastrophe, même si moralement c'est discutable. Alors qu'une femme qui va coucher avec plein de mecs, elle peut tomber enceinte. La réalité, c'est ça. Tu vas avoir une féministe en herbe de Paris qui va rencontrer un touriste, qui va la baiser et qui va retourner dans son pays. Elle va tomber enceinte, elle va devoir s'occuper du gosse toute sa vie. Financièrement, mentalement, physiquement, ça va tout prendre. Ça va occuper toutes ses ressources. Et donc c'est un énorme mensonge de faire croire que les femmes peuvent avoir la vie et le comportement d'un homme. Et là tu vas me dire, ouais, il y a l'avortement. Mais putain mec, l'avortement c'est un traumatisme. Déjà, avorter d'un gosse, c'est pas quelque chose qui est anodin. Même si tu prends juste un cacheton et que t'évacues le gosse par ton vagin. Un avortement, c'est un vrai traumatisme. Même s'il est inconscient, il restera ancré en toi toute ta vie. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait prouvé que même quand tu avortais d'un gosse en tant que femme, eh bien l'ADN de l'enfant restait en toi toute ta vie, imagine un peu. Et là, tu vas me dire, il y a les capotes. D'accord, il y a les capotes. Mais les capotes, ça reste un risque, ça peut craquer. Et ensuite, même si la femme ne tombe jamais enceinte, tu vas voir juste après que coucher avec plein de mecs, ça a un impact sur sa biologie. Maintenant qu'on a parlé du féminisme, je vais te parler de l'influence moderne, notamment l'influence de l'industrie de la musique, dans la libération sexuelle de la femme. Je ne vais pas trop approfondir sur le sujet, mais tu peux voir que globalement, au niveau de la société, tout est fait pour pousser la femme vers l'hypersexualisation. Et aux États-Unis, c'est encore pire qu'en France, parce qu'on peut voir que toutes les artistes féminines qui sont mises en avant, c'est des artistes qui utilisent leur cul et qui utilisent leur sexualité pour être promues. Bon, je vais pas toutes te les citer, mais des exemples, t'en as à l'appel. T'as Doja Cat, Nicki Minaj, Ice Spice, Cardi B. Toutes ces femmes-là font la promotion de l'hypersexualité, de l'hypersexualisation. Et il faut vraiment pas sous-estimer l'influence d'une star ou d'un artiste sur le mental des femmes. Parce que déjà, les femmes de base sont plus influençables que les hommes. Mais si en plus elles adulent quelqu'un et que dès le plus jeune âge, on leur apprend que l'exemple c'est de faire ça, eh bien elles vont adopter ces comportements très vite. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on voit des femmes de 12 ou 13 ans qui couchent déjà. Moi, à mon âge, ça n'existait pas ces choses-là.
Donc maintenant qu'on a vu ça, on en a parlé rapidement, on va voir dans la troisième partie le lien entre le nombre de partenaires sexuels et l'attachement d'une femme. Et c'est là qu'on va vraiment détruire tous les mythes féministes qui disent qu'une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, ça n'a pas de conséquences. Et tu vas voir qu'au contraire, ça a des conséquences dramatiques sur les relations. J'ai sous les yeux une étude de l'Institute for Family Studies, que j'ai d'ailleurs récupérée à l'Observateur, merci à lui, qui montre la corrélation, le lien entre le nombre de partenaires sexuels chez une femme et les chances entre guillemets de divorcer. Et tu vas voir, c'est très effrayant. Dans les années 2000, une femme qui a eu un seul partenaire sexuel, c'est-à-dire qui a connu le même homme toute sa vie, a 5% de chances de divorcer. Tandis qu'une femme qui a eu plus de 10 partenaires sexuels atteint quasiment 35% de chances de divorcer. Donc rien que le nombre de partenaires sexuels va avoir une influence énorme sur les risques de divorce. Alors quand je vois ça, je me dis que c'est quand même terrible qu'on puisse dire à un homme ou à une femme que le nombre de partenaires sexuels ne va absolument pas jouer sur une relation. Cette étude, elle s'explique par deux éléments. Le premier, c'est que plus une femme va coucher avec d'hommes, moins elle aura de facilité à s'attacher. Et ça s'explique par l'hormone qui s'appelle l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'attachement qui est libérée chez une femme lors d'un ébat sexuel. Et il a été prouvé encore une fois lors d'une étude que l'oxytocine qui est libérée lorsqu'une femme couche avec un homme pour la première fois est largement supérieure à lorsqu'elle couche avec le 7e, 8e, 9e ou 10e mec. Ce qui au passage est complètement différent chez un homme. Alors autant te dire qu'une femme qui a connu 10, 20, 30, 40, 50 mecs et qui après va marier un autre homme, sa capacité à s'attacher, elle est quasiment nulle. Le deuxième élément, c'est que plus une femme connaît de partenaires sexuels, plus naturellement elle va être exigeante. Imagine que ta femme, elle a rencontré Rodrigo dans sa jeunesse. Ce mec, il était entrepreneur, il avait une teub de 22 cm, il l'emmenait au voyage aux Maldives quand elle voulait, il lui payait tous les sacs Chanel du monde, il l'emmenait au resto souvent, sorties, etc. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand elle va se poser avec toi et que peut-être tu gagnes 2 ou 3 000 euros par mois et que tu roules en Citroën? Parce que oui, voilà, Rodrigo, il voulait pas d'elle. Et à un moment, elle s'est dit, bon, j'ai 27 piges, il faudra peut-être qu'à un moment je me pose et que je me marie avec un mec. Sauf que quand vous allez faire l'amour, quand tu vas l'emmener en voyage à Malo-les-Bains, tu crois pas qu'elle va se rappeler des aventures qu'elle a eues avec Rodrigo? Bah bien sûr que si. Et donc par conséquent, elle va être frustrée, elle va avoir du ressentiment envers toi, et la relation, elle va déconner, juste à cause de ça. Donc rien qu'à ce niveau-là, d'un point de vue logique, plus une femme a connu de partenaires sexuels, plus une femme a connu d'hommes, plus elle a de chances d'avoir vécu des expériences différentes que tu ne pourras pas lui faire découvrir. Alors qu'une femme qui n'a connu que toi, qui n'a pas encore découvert grand-chose du monde, elle va être émerveillée par n'importe quoi. Maintenant, on va parler dans la quatrième partie de pourquoi comparer le nombre de partenaires sexuels chez un homme et chez une femme n'a aucun sens. Pourquoi un homme peut se permettre de coucher avec de multiples femmes, là où pour une femme c'est beaucoup plus compliqué. La première chose à souligner, c'est qu'un homme a besoin d'expérience. C'est-à-dire que même si demain on te mettait en face de la femme de ta vie, mais que t'as jamais couché avec aucune femme, que t'as aucun gay, que tu ne sais pas comment lui parler, que tu ne sais pas comment générer des émotions chez elle, eh bien tu auras beau faire ce que tu veux, ça ne sera pas la femme de ta vie, elle va t'ignorer. D'où le fait qu'un homme doit accumuler de l'expérience et éventuellement coucher avec plusieurs femmes pour avoir cette expérience sexuelle et cette expérience de séduction. Parce qu'on va pas se mentir, dans la réalité, les femmes ne vont pas vers les hommes, c'est toujours les hommes qui vont courtiser les femmes, pas l'inverse. D'ailleurs, tu remarqueras un truc amusant, les femmes disent qu'elles n'aiment pas les players, les mecs qui ont de l'expérience en séduction, pourtant c'est dans les bras de ceux-là qu'elles tombent, c'est pas dans les bras des mecs timides et qui sont hésitants et qui bégayent devant une femme. Pourtant le player, on est bien d'accord qu'il n'est pas devenu bon en séduction du jour au lendemain, il n'est pas passé de mec timide, puceau à player comme ça dans un éclat de magie. Il est devenu comme ça parce qu'il a accumulé de l'expérience, qu'il a connu plusieurs femmes et qu'il a courtisé et qu'il s'est entraîné. C'est comme n'importe quel domaine. Donc rien de ce point de vue, tu es obligé d'avoir de l'expérience. Sauf circonstances exceptionnelles, si tu es musulman ou que tu veux te marier avec une femme qui sera l'unique femme toute ta vie, il faut forcément que tu accumules de l'expérience. Une femme, c'est pas le cas. Tu peux arriver devant elle, elle peut ne jamais avoir connu aucun mec, toi au contraire, ça va t'attirer. On a cet instinct masculin en nous d'être attiré par l'innocence et de vouloir faire découvrir des choses à une femme. Que ça passe par la sexualité, ça passe par la découverte du monde en l'emmenant en voyage, ça passe par découvrir de nouvelles expériences. Et donc tu remarqueras que contrairement à un homme, une femme n'a pas besoin d'avoir d'expérience sexuelle forcément, ni même d'expérience en séduction. Maintenant, effectivement, un autre calcul qui peut être fait, ça peut être de tomber sur une femme qui t'accepte comme tu es dès le début, de t'améliorer avec elle au fur et à mesure, et voilà. T'es pas obligé de coucher avec des milliers de femmes si c'est pas ton truc. Moi, je peux comprendre que la débauche sexuelle, c'est pas forcément quelque chose qui attire tout le monde. Mais voilà, si on reste réaliste, ne pas avoir d'expérience, d'être timide, etc., ça va forcément amoindrir tes chances de pouvoir revoir une femme en date et par la suite de former une relation.
Maintenant, je vais conclure ce podcast en donnant quelques conseils à une femme qui pourrait m'écouter et qui se demande comment justement elle pourrait attirer des hommes de valeur. Comment elle pourrait ne pas faire partie de ces femmes qui couchent à droite à gauche et qui font n'importe quoi de leur corps et de leur sexualité. La première chose, c'est fais attention à ton environnement, parce que l'environnement a un impact incroyable et insoupçonné sur notre personnalité et nos comportements. Si t'as des copines célibataires qui passent leur temps en boîte de nuit, qui s'arrachent la gueule et qui passent leur temps à coucher avec des mecs à droite à gauche tous les week-ends, et que toi c'est l'exemple que tu as autour de toi et que ça paraît comme être la normalité, il y a de fortes chances que même si tu es une femme respectable de base, tu vas reproduire cet exemple, tu vas faire pareil qu'elle, rien que pour te faire accepter dans le groupe. Et donc l'environnement a un impact énorme. Il faut que tu fasses gaffe à ton environnement et que tu le changes éventuellement pour ne pas être tenté de devenir comme ces femmes. Ensuite, il faut que tu gardes en tête que chaque homme avec lequel tu vas coucher lors de ta jeunesse, ça va impacter la qualité finale de l'homme avec lequel tu vas te marier et peut-être fonder une famille. C'est simple, plus tu laisses des hommes rentrer en toi comme dans un moulin, moins tu récupères un homme de qualité à la fin. Et donc aussi par extension des enfants qui seront moins intelligents, qui réussiront moins leur vie, qui auront de moins bonnes valeurs. Donc ça a des vraies conséquences. Alors attention, je te dis pas que tu dois coucher avec un seul homme toute sa vie, à cette époque c'est assez compliqué sauf si tu es vraiment dans la religion, mais tu dois vraiment limiter et contrôler. Tu dois vraiment mettre des barrières à l'entrée pour qu'un homme puisse coucher avec toi. Et de cette manière, tu vas repousser les joueurs, les bad boys, les players, etc., qui se rendront compte qu'ils vont faire trop d'efforts pour accéder à ta sexualité. Et en même temps, tu attireras des mecs qui sont avec toi parce que tu es une femme bien et parce qu'ils veulent vraiment s'engager et pas juste te baiser et partir. Mon troisième conseil, il est simple, c'est t'instruire. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui, si elles sont tombées dans le féminisme, c'est parce qu'elles gobent tout ce qu'on leur dit. Et elles manquent cruellement de culture, elles n'ont jamais ouvert un foutu livre de leur vie. Et donc voilà, le féminisme est toxique, le féminisme détruit les relations. Et si des femmes s'étaient renseignées sur ce qu'était vraiment le féminisme et avaient un minimum de prise de recul et de conscience par rapport à ça, elles ne seraient pas tombées dedans. Donc c'est aussi ton rôle de te documenter, de lire des livres et de tout le temps garder un esprit critique pour ne pas tomber dans des dérives, que ce soit dans un extrême ou dans un autre.